Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de la conférence ICASA. Je souhaitais également vous remercier pour votre intérêt pour le projet Atlas. Je m'appelle Clémence Doumain-Gaïdara et j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui les réalisations du projet, mais également les recommandations et les leçons apprises issues de sa mise en œuvre. Grâce au soutien et aux investissements d'United en Afrique subsaharienne, le projet Atlas est mis en œuvre depuis 3 ans et demi dans 3 pays de la sous-région. Grâce aux 200 sites de dispensation déployés via les partenaires de mise en œuvre, c'est plus de 326 000 kits qui ont été distribués de manière cumulée dans les 3 pays. Le projet Atlas est mis en œuvre par le consortium composé de Soltis et de l'IRD. L'Organisation mondiale de la santé appuie techniquement le projet depuis son démarrage. Au quotidien, le projet est mis en œuvre en collaboration étroite avec les ministères de la Santé des 3 pays et notamment les programmes impliqués dans la lutte contre le VIH. Mais également, c'est près de 30 organisations de la société civile qui mettent en œuvre le projet sur le terrain. Un pool de partenaires de recherche vient accompagner la dimension scientifique du projet. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires. Le projet Atlas contribue à réduire la morbidité et la mortalité due au VIH-Sida. Pour cela, 3 objectifs. 1. Participer à l'introduction et au déploiement à grande échelle de l'autotest du VIH. 2. Diversifier les canaux de distribution pour atteindre les populations cibles du projet, tout en incitant aux tests de confirmation et au traitement. Enfin, générer les données probantes sur les résultats et l'impact des interventions par des études scientifiques et en assurant leur dissémination. L'autodépistage du VIH est un processus par lequel une personne prélève son propre échantillon. Il s'agit d'un outil efficace et sûr avec une très forte acceptabilité permettant d'atteindre les personnes n'allant pas vers les services traditionnels de dépistage du VIH. Les stratégies et modèles de dispensation dans le cadre du projet Atlas reposent sur un mélange de méthodes de dispensation primaire et secondaire. La dispensation secondaire, qui est une innovation majeure du projet, c'est un aspect fondamental de la stratégie. Et elle est sous-tendue par le modèle opérationnel d'Atlas qui consiste à administrer l'autodépistage du VIH par l'intermédiaire d'organisations de la société civile établies et de cohortes de patients dans les établissements de santé. Ce qui nous permet d'atteindre des groupes qui n'ont pas encore été testés et qui sont aujourd'hui plus difficiles à atteindre. Cette dispensation s'appuie également sur des outils supports disponibles sur notre site ou notre chaîne YouTube. Enfin, comme nous le verrons plus tard, une grande partie de ces kits sont dispensés auprès des populations clés. C'est ce qui explique en partie que 85% aujourd'hui des kits sont distribués via les stratégies communautaires et avancées, contre 15% dans les services de santé fixes. Le graphique que vous voyez sur cette diapositive indique plus précisément les populations cibles qui ont reçu un kit en contact primaire. Comme vous le voyez, la grande majorité des kits sont distribués aux populations clés avec plus de 90% des kits distribués. Les 10% restants correspondent aux partenaires de personnes vivant avec le VIH et aux partenaires de personnes diagnostiquées avec une infection sexuellement transmissible. Au sein des populations clés, comme on le voit sur le graphique, une part importante concerne les travailleuses du sexe, près de 65%, et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes à hauteur de 25%. Une part plus restreinte s'adresse aux usagers de drogue et à leurs partenaires, autour de 3,5%. Cette diapositive vous présente les principales réalisations du projet Atlas. Une approche intégrée au système national a été fortement privilégiée. En partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et les ministères de la santé, des documents de stratégie ont été déployés dans les différents pays. Une approche intégrée a aussi été favorisée concernant le suivi et évaluation et le suivi des indicateurs. Et enfin, le projet a pleinement intégré les dispositifs d'approvisionnement existants dans les pays. Des modules de formation au début du projet ont été développés et ont été adaptés aux réalités de la sous-région avec également l'appui technique de l'OMS. Plus de 1400 personnes ont été formées dans les 3 pays. Une palette d'outils support a été déployée de la même façon, de manière participative. Des stratégies, mais également des outils de création de la demande ont été développés et mis à disposition des acteurs dans les 3 pays. Enfin, un travail continu d'accompagnement a été réalisé notamment via des supervisions conjointes sur le terrain,
mais également un travail participatif de révision des stratégies. Une des priorités actuellement est de poursuivre l'accompagnement dans la transition et le passage à l'échelle des pays qui ont sécurisé pour les prochaines années des financements, notamment du Fonds mondial et du PEPFAR, pour poursuivre les activités et assurer le passage à l'échelle au niveau des pays. Enfin, un travail de dissémination a été réalisé depuis bientôt 2 ans et de manière progressive, et une assistance technique a démarré dans plusieurs pays, que cela soit à titre d'exemple le Burkina Faso, la Mauritanie ou la Guinée actuellement en phase de démarrage. Par ailleurs, un travail est en cours pour accompagner le secteur privé dans la mise en place d'une offre d'autodépistage et permettre ainsi d'accéder à une plus large population. En termes de leçons apprises et de perspectives, la très grande majorité des usagers se sont déclarés très satisfaits et estiment que l'utilisation est simple, notamment grâce aux outils supports qui ont été fournis. Par ailleurs, les facteurs d'intérêt perçus sont la confidentialité, la discrétion, la réduction des barrières d'accès, comme les coûts liés au transport ou le temps associé, mais également l'autonomisation des personnes. L'offre d'autodépistage et la distribution secondaire sont également des stratégies qui sont faisables et pérennes. Nos résultats montrent que l'autodépistage permet d'atteindre des populations difficiles à atteindre, notamment les populations périphériques, et qui ne se sont jamais dépistées. Par ailleurs, nous nous sommes rendus compte que l'autodépistage VIH était aussi une opportunité dans le cadre de pandémies comme celle de la Covid-19 pour contribuer au maintien de l'accès au dépistage. Il est important, malgré tout, d'avoir en tête que l'autodépistage n'est pas un outil magique qui permet de réduire tous les obstacles structurels, à savoir la qualité des services de santé, le circuit du patient, la délégation des tâches ou également la notification assistée du partenaire. Il est important d'avoir en tête que le déploiement des programmes d'autodépistage suppose un changement de paradigme, notamment le fait de donner plus de pouvoir aux usagers, mais également des ressources supplémentaires pour son déploiement, comme par exemple les coûts liés à la formation, et enfin un soutien étroit de la phase d'introduction au passage à l'échelle au niveau national. Si vous souhaitez approfondir ou consulter les différents outils qui ont été développés dans le cadre du projet Atlas, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. En effet, un travail de transfert de connaissances a été mené tout au long du projet et va être renforcé dans les prochains mois avec un accent sur les résultats finaux de la recherche. Nous veillerons également à diffuser largement les différents supports dans les prochains mois et vous donnons rendez-vous à la conférence AFRA-VIH qui aura lieu en France en avril prochain. Je souhaitais à nouveau vous remercier pour votre attention et votre intérêt pour le projet Atlas. Merci à vous. Dans le passé, je n'avais jamais fait de dépistage de sida par peur. Je n'avais pas le courage du tout de le faire. Moi, je n'ai jamais voulu faire le test de dépistage. J'ai fait des recherches sur l'Internet. J'ai vu qu'il y avait un test qui s'appelle l'autotest. Après avoir assisté à une causerie parlant de l'autotest, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je l'ai fait sans hésiter, ni avoir peur aussi. La personne m'a expliqué l'importance et l'avantage de l'autotest. J'ai eu confiance à faire le test avec l'autotest. J'ai utilisé une fois et j'ai trouvé que c'est bon, mais j'ai eu un comportement à risque. Je trouve que c'est bon parce que là, je suis seul. Je serai le seul à connaître mon résultat. Je pouvais faire ça pour être en sécurité de sortir de trait. Puis j'ai appelé la partenaire. Et je suis soignée. J'ai appelé aussi mes camarades, je les ai dit, donc à venir à Bléty. Pour venir prendre ça, pour tester, voir aussi. L'autotest, ça arrange à 100% même les consommateurs de drogue. Dans le milieu de la CAM, il y a beaucoup de tentations pour la VIH. Mais si tu as l'autotest, c'est une facilité. This one is good and it's easy. I do it by myself, I do it to myself, and I do it with my customers. My customers, they say that they are okay with that. They do it with their wife. Faire l'autotest, ça nous permet de connaître notre statut sérologique avec confidentialité. Il faut le faire parce que rester dans l'ignorance concernant ton statut sérologique, c'est pas bon. Je préfère faire des autotests, vraiment, parce que c'est plus discret. Quand tu as une maladie de ce genre, les gens te stigmatisent. Donc pour éviter la stigmatisation, la discrimination, je trouve que l'autotest est très bon.
C'était facile, vraiment facile. Bonjour, je suis Joseph Larmarange, chercheur à l'IRD et responsable scientifique du programme Atlas. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter au nom de toute l'équipe nos résultats de recherche en matière de distribution secondaire de l'autodépistage du VIH en Afrique de l'Ouest. Pour resituer le contexte, les populations clés, travailleuses du sexe, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, usagères et usagers de drogue, sont particulièrement exposés au VIH. En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'ONU-SIDA estimait en 2019 que 42% des nouvelles infections à VIH avaient eu lieu parmi ces populations clés et que 27% avaient lieu parmi les clients et les partenaires sexuels de ces populations clés. Les populations périphériques, travailleuses du sexe occasionnel, HSH caché, clients, partenaires sexuels, sont généralement peu atteintes par les programmes communautaires et ont un plus faible accès au dépistage du VIH. Il est dès lors essentiel de toucher ces populations périphériques et vulnérables pour atteindre l'objectif de 95% de personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut tel que fixé par l'ONU-SIDA pour 2030. Fort de ce constat, le programme Atlas a placé les populations clés au cœur de sa stratégie. Pour toucher des populations vulnérables, au-delà des populations clés atteintes par les pères éducateurs, le programme promeut une distribution secondaire. Des kits d'autodépistage sont remis au contact primaire pour être redistribués à leurs pairs, partenaires et clients. Il n'y a plus de débat sur l'acceptation de l'autodépistage du VIH dans les différents pays. Que ce soit du côté des décideurs, que ce soit du côté des populations clés, il y a une très bonne acceptation de l'autodépistage. Là-dessus, la majorité arrive à le réaliser sans conséquences négatives. Et je pense que là, c'est un point important. Odette Kizerbo et ses collègues ont mené une enquête qualitative auprès des utilisateurs et des utilisatrices. Les entretiens mettent en évidence que la distribution secondaire est faisable, mais qu'elle peut être compliquée avec certains types de partenaires. Un HSH au Mali a rapporté « J'ai tout le temps refusé de me faire piquer avec le dépistage classique, mais à cause de l'autotest, j'ai découvert que j'étais infecté. Ensuite, j'ai fait le dépistage de ma fiancée avec, mais elle a eu un non réactif. » Une travailleuse du sexe au Mali rapporte un cas de distribution tertiaire. « J'ai aussi un client chez qui je me rends. Je lui ai donné 3 kits, parce qu'il m'a montré clairement qu'il est notre partenaire. Donc il voulait que celle-là aussi fasse son dépistage avec l'autotest. » Un HSH du Sénégal, lui, aborde la distribution selon le type de partenaire. « Je proposerais bien l'autotest VIH à mon partenaire sexuel, parce que c'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation amoureuse. Mais le fait de le proposer à un partenaire occasionnel risquerait de poser problème. » Afin de préserver la confidentialité et l'empowerment que procure l'autodépistage, le programme Atlas a fait le choix délibéré de ne pas mettre en place de suivi systématique du résultat. Les utilisateurs pouvaient toujours recontacter s'ils le souhaitaient un père éducateur, mais ce n'était pas systématisé. Nous avons donc développé une enquête innovante et anonyme pour mieux documenter qui sont les utilisatrices et les utilisateurs de l'autodépistage. De mars à juin 2021, une brochure dédiée était distribuée avec chaque kit de dépistage et invitait les personnes à appeler un numéro de téléphone gratuit. Donc, les principaux résultats de mes recherches montrent que sur les 2615 participants à mon étude, un tiers ont reçu leur autotest en distribution secondaire. 41% de ces participants sont des primotesteurs. Cette proportion de 41% de primotesteurs est bien plus élevée que ce qu'on observe dans d'autres enquêtes menées auprès des populations clés. Et je vous invite à voir le poster d'Arsène Krakwassi présenté à l'ICASA qui détaille ce résultat. Ce que montre également l'enquête, c'est que parmi les personnes qui avaient reçu leur kit via le canal des travailleuses du sexe, la moitié étaient des hommes, probablement des partenaires ou des clients. Parmi les personnes qui avaient reçu leur kit via le canal HSH, une personne sur 10 était une femme, et parmi les hommes qui ont participé, environ 45% n'ont pas déclaré à l'enquêteur avoir déjà eu une relation sexuelle avec un homme, suggérant que l'on peut atteindre ce qu'on appelle communément des HSH cachés. En l'absence de suivi systématique, il est nécessaire de trouver d'autres approches pour estimer l'impact de la DVIH sur l'accès au dépistage.
Arlette Simofozzo a croisé les données de dispensation Atlas entre le 3e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2021 avec les données programmatiques de 79 districts en Côte d'Ivoire. Ce que montrent nos résultats, c'est tout d'abord un léger effet de substitution, même s'il est non significatif dans le modèle. Cela voudrait dire que nous aurions eu, pour 1000 kits d'autodépistage distribués, environ 200 personnes dépistées par un autodépistage, mais qui, en l'absence, auraient fait un test classique. Malgré cela, on a un effet significatif sur l'accès au dépistage, puisque pour 1000 autotests distribués, nous aurions plus 600 personnes dépistées et qui auraient donc eu accès au dépistage. De même, nous observons un effet significatif sur le diagnostic avec plus 8 personnes nouvellement diagnostiquées pour le VIH. Une autre approche pour estimer les impacts de l'autodépistage sur les épidémies nationales consiste à avoir recours à des modèles mathématiques. Romain Silol et ses collègues présentent leurs premiers résultats dans le cadre d'un poster à l'ICASA. Ils ont développé un modèle pour la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal et présentent ici les premiers résultats pour la Côte d'Ivoire, où ils ont modélisé l'application d'une stratégie Atlas au niveau national pendant 10 ans. En premier lieu, on montre que la stratégie Atlas va avoir un impact important pour les populations clés en matière de premier 90, c'est-à-dire de proportion de personnes vivant avec le VIH et qui connaissent leur statut. Chez les travailleuses du sexe, on atteindrait 87% en 2030 avec la stratégie Atlas, contre seulement 67% sans cette stratégie. Chez les HSH, on atteint même 94% en 2030 versus 63% sans. En termes de premier 90, l'impact reste limité sur la population totale en Côte d'Ivoire, 81% versus 79%. Cependant, il y a d'autres impacts. Une fois que les personnes sont diagnostiquées, elles peuvent initier un traitement et donc vont éviter de transmettre le virus. Et le modèle permet d'estimer le nombre d'infections évitées grâce à la stratégie Atlas. Ce que l'on montre, c'est que si l'on va éviter des infections parmi les populations clés, la majorité des infections évitées par la stratégie Atlas ont en fait lieu dans les populations à bas risque, et ce qui montre l'effet périphérique que va avoir la stratégie. Une analyse économique a également été réalisée dans le cadre d'Atlas par Marc Delbé et ses collègues. Notamment, nous avons mesuré les coûts en phase de démarrage du projet sur 2019-2020 et puis les coûts par qui distribué lors d'un passage à l'échelle. Donc nous avons reporté les coûts en phase observationnelle, entre 10 et 15 $. Les coûts en fait vont baisser pour deux raisons principales. Dans la phase observationnelle de l'étude, ils étaient particulièrement élevés parce que Atlas s'est inscrit dans une logique d'intégration et de partenariat avec les organisations de la société civile, ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de coûts fixes initiaux, mais qui vont en fait disparaître lorsque le projet est mis à échelle et qui vont aussi se répartir sur des volumes plus importants. Pour conclure, on peut dire que l'autodépistage et la distribution secondaire sont faisables, acceptables, adaptés et soutenables parmi les populations clés ouest-africaines. Avec l'autodépistage du VIH, on a élargi le champ d'accès au dépistage. Des personnes qui sont loin des structures, qui sont loin des stratégies avancées, qui sont loin des stratégies mobiles, arrivent aujourd'hui à savoir si elles sont infectées ou pas par le VIH. Mes travaux de recherche ont permis de démontrer que la distribution secondaire des autotests de dépistage du VIH est faisable et a le potentiel de toucher au-delà des populations clés, les populations périphériques. Pour finir, je souhaiterais remercier l'ensemble des partenaires de mise en œuvre d'Atlas dans les 3 pays, à la fois les partenaires nationaux et les partenaires communautaires, ainsi que l'ensemble des partenaires scientifiques du projet. Merci à vous pour votre attention. Il y a des gens, même s'ils vous connaissent, vous mangez dans la même assiette, il y a des trucs peut-être qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Dans le milieu, les gens racontent, il y a beaucoup de commérages. Nous, on va à leur rencontre, on les fumoirs. Quand on arrive là-bas, déjà, on déballe les tests classiques. Comme d'habitude, il y en a beaucoup qui sont réticents. Parce que déjà, on est au ghetto, il y a la confidentialité. Notre difficulté majeure, c'est, n'est-ce pas, toucher les partenaires de nos patients. Les patients ont toujours de bonnes raisons de refuser le dépistage. Soit ils ne sont pas prêts, soit ils ont peur, ils sont stressés, soit
Ils ont d'autres occupations. Bon, ils ont peur parce que par rapport à la pression sociale qui se passe au Sénégal, les gens ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Donc du coup, ils ne vont pas aller dans les structures. Sans l'autotest, il y a des gens vraiment qui n'allaient pas faire le dépistage VIH, surtout dans leur cible. C'est un outil efficace et ça les a beaucoup aidés dans l'atteinte des personnes réticentes aux tests classiques. Pour les réticents, là on va à leur rencontre maintenant pour leur dire qu'il y a une solution. Il y a une solution à cela, c'est-à-dire quoi? Il y a les autotests qui sont disponibles. Bon, il a accepté, il est bien reçu même. La majeure partie d'entre eux en prennent pour eux, ils en prennent pour leurs partenaires. Des fois, quand on donne un autotest, ils le font, le lendemain ils t'appellent pour te demander d'autres autotests, ne serait-ce que pour les distribuer. Ça nous a beaucoup aidé pour pouvoir toucher des cibles qu'on peut dire par exemple que c'était beaucoup placard. C'est vraiment très innovateur, merci à la science. C'est seulement formidable pour moi, parce que moi, c'est vraiment un outil de travail qui est dans ma routine maintenant. Ça nous a permis de régler le problème donc, du dépistage des partenaires de nos malades. Le test permet de porter le débat du VIH dans le couple. Ça renforce davantage la responsabilité des populations claires. Ça a poussé certaines à s'impliquer davantage dans le programme de dépistage en intégrant leurs partenaires sexuels. Et ça, c'était important. C'est toi-même qui fais ton dépistage. C'est toi celui qui connaît ton statut. J'ai changé beaucoup parce que maintenant le test passe loin. C'est pas comme c'est les pères seulement qui font maintenant. Les clients, les gars, les frères, et fait. Tout c'est bon, il ne faut pas arrêter de. Je suis Dr Camille Anoma, directeur de Espace Confiance, qui est une organisation partenaire du projet Atlas. Espace Confiance est une organisation nationale en Côte d'Ivoire qui s'occupe donc de la prévention et de la prise en charge des IST et du VIH chez les populations clés, y compris faire des plaidoyers pour le respect des droits humains de ces populations. Je pense qu'on a été tous très heureux de voir apparaître la possibilité, donc avec l'autotest, de rendre beaucoup plus disponible, disons, le test de dépistage. Il est évident qu'en termes de couverture et de disponibilité du dépistage classique, ce n'était pas aisé d'avoir tout le temps des tests disponibles, etc. Et donc, très clairement, l'autotest VIH paraissait donc être une alternative pour rendre un peu plus disponible le test VIH, bien sûr avec la nécessité derrière pour des personnes qui étaient avec des tests réactifs de faire la confirmation. Je pense aussi que finalement les résultats qui ont été obtenus ont permis de démontrer que oui, il y a eu quand même une nette amélioration, en tout cas un sens de progression positive. Bien sûr, il était assez bien perçu au niveau de nos différents bénéficiaires, que ce soit les TS, les usagers de drogue, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les transgenres, sont des populations stigmatisées et discriminées, souvent difficiles d'accès. Il était important finalement que cet outil-là soit disponible, valable et peut permettre éventuellement de toucher aussi d'autres populations que nous n'étions pas capables de toucher dans le cadre de nos activités routinières. Donc c'était réellement une opportunité et nous on ne peut que se réjouir que cet outil aujourd'hui soit disponible. Tout le projet a démontré très clairement que c'est une stratégie utile et je dirais même adaptée, parce qu'on sait aussi les conditions dans lesquelles nous sommes amenés à travailler, souvent dans des bars, etc., ou dans des sites de prostitution, ou avec éventuellement aussi la possibilité de toucher les clients des prostituées, etc. Nous allons intervenir dans des sites qui sont des sites de consommation de drogue, sauf que les sites de consommation de drogue fonctionnent quasi 24 heures sur 24, donc il était quasi impossible pour nos équipes de pouvoir toucher l'ensemble des personnes qui fréquentaient ces sites-là. Donc du coup, effectivement, dans le cadre donc, de la dispensation et de la mise à disposition donc, de l'autotest, ça a effectivement permis de toucher et des usagers de drogue directement, mais aussi les personnes en lien avec les usagers de drogue, que ce soit au niveau des partenaires sexuels ou que ce soit éventuellement au niveau des amis qui étaient usagers de drogue. C'est réellement une opportunité pour ces populations-là, pour pouvoir quand même finalement avoir accès aux tests de dépistage. On doit continuer d'en faire la promotion
Parce que oui, je pense que c'est un moyen extraordinaire pour pouvoir toucher des populations que nous ne sommes pas capables de toucher maintenant dans nos stratégies habituelles. C'est un challenge qui est un challenge très important. Il y a clairement aujourd'hui, je pense, la demande qui existe. Maintenant, il faut pouvoir couvrir le besoin qu'il y aura derrière. Donc, nous savons que oui, c'est une priorité du programme national. Après, il faudrait que les moyens suivent et que finalement, en termes de pérennité, que cette stratégie, que cet outil continue de pouvoir être disponible pour que finalement, il nous aide aussi à atteindre le premier 95 en ce qui concerne la lutte contre le VIH. Je suis Dr Youssou Diallo, je suis le coordinateur de la cellule sectorielle lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites virales au niveau du ministère de la Santé. L'autotest, l'autodépistage a contribué réellement à l'amélioration du dépistage dans notre pays. Pourquoi? Parce que ça ciblait des groupes qui avaient des difficultés d'accès au dépistage, notamment les professionnels du sexe, et aussi les hommes à les rapports sexuels avec les hommes, dans une logique de distribution communautaire avec des acteurs clés qui sont des acteurs qui ont accès, qui travaillent spécifiquement pour ce groupe vulnérable prioritaire du programme. Ça a beaucoup aidé à ça. Et surtout, ça a aidé aussi à ce que dans le cadre de l'approche index testing, nous nous sommes rendus compte que ceux qui sont dans cette file active sous traitement, en général, leurs conjoints, leurs réseaux sexuels, leurs enfants ne sont pas dans la file active. Cette facilité qu'on offre à ceux qui ont plus besoin, parce que de connaître le statut sérologique, du fait de leur risque face au VIH, indéniablement, ça nous a aidé à les amener à connaître le statut sérologique. Il y a des barrières sociales, culturelles, et on va dire souvent même, on dirait économiques, à l'accès à ces services de dépistage, même si on a essayé vraiment depuis dans les années 2000, et vraiment de démocratiser l'accès au dépistage du VIH. Donc, mais ces groupes restent un peu en marge de cela à cause de certains stigmas et tout ça. Et souvent, la perte de la maladie aussi, les couples discordants qui sont là, qui souvent, leur statut sérologique, ils ont besoin d'assurance, même s'ils sont sous traitement, le service n'est pas autant de soins en termes d'aller chaque fois se faire dépister, mais ça les rassurait dans leur vécu de tous les jours, dans le quotidien. Ça permettait à ce couple d'un semblant de mieux vivre. C'est un point que moi je trouve est vraiment positif. Notre pays qui est en situation de conflit, comme beaucoup de pays de la sous-région, il y a beaucoup de populations déplacées. Quand on rentre dans une situation d'instabilité, d'insécurité, on rentre avec un statut faible, on ressort toujours avec un statut, une prévalence élevée au sein de la population en général. Et l'attente que je pourrais avoir, c'est qu'on ne soit pas surpris en démocratisant cet accès-là, de disponibiliser le maximum possible pour les groupes qui sont à risque, mais qui sont nouveaux dans notre microcosme maintenant, les populations déplacées internes, qu'on puisse les accompagner aussi autant dans cette discrétion. L'ADD pourrait nous aider à aller vers eux, notamment les jeunes de 15 à 24 ans, milieu universitaire, les populations déplacées internes, il faut les protéger.